dans l'impasse à Creil. Les enseignants solidaires refusent la présence au cours des jeunes filles au foulard. Un train sur 3 ou 1 sur 4 demain. Le trafic banlieue et grande ligne de la SNCF sera fortement perturbé par la grève, à l'exception des TGV. Duel chrétien au Liban, le général Aoun de plus en plus isolé face au nouveau président élu René Moawad qui reçoit l'appui des grandes puissances. Des toiles sans prix dans la nature, cambriolage hier à Cannes chez Marina Picasso. Madame, monsieur, bonsoir. Samira, Leila et Fatima ne veulent pas l'enlever. Les enseignants ne veulent pas le voir au cours. Au collège de Creil aujourd'hui, l'affaire du foulard islamique qui pendant toutes les vacances de Toussaint a alimenté une polémique nationale, eh bien l'affaire du foulard s'est encore durcie sous les feux des médias, bien sûr, qui campaient sur place. Parmi eux, Serge Miseret, Gérard Beaufils, Didier Dahan. Image d'une journée folle. Leila et Fatima quittent le collège. Leur père est venu les chercher. Elles ont passé toute la journée à la bibliothèque. Leurs professeurs ont refusé de les recevoir tant qu'elles porteront le foulard. Si vous pouviez les oublier un petit peu, les enfants, oui. Qu'est-ce que ça nous ferait du bien? Finalement, les enfants ne travaillent pas. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils galègent là. Ils sont en train de chahuter derrière le dos des professeurs. Est-ce que vous êtes inquiète pour la scolarité de vos enfants? Alors ça, très inquiet. C'est tous les parents. Tous les parents, on commence à en avoir ras-le-bol du... Élèves énervés, parents exaspérés. Dès 8 h ce matin, c'est le désordre dans la cour du collège. Entre les 3 élèves musulmanes, leur professeur et le principal, l'épreuve de force continue. Elles garderont leur foulard. Est-ce que vous allez vous rendre au cours d'éducation physique? Bah oui. Vous irez au... Bah oui, on a rendu de sport à faire. Donc vous allez y aller cette fois-ci? Bah oui. Elles n'iront pas au cours d'éducation physique. Il n'y a aucun cours d'ailleurs, aucun professeur n'ayant accepté de les recevoir. Qui vous Nous empêchez? avons voté 24 contre 6. Nous nous sommes soumis à cette coordination, effectivement. Nous avons ici Donc des si vous profs êtes minoritaire? et une administration qui ne sont opposés à cet accueil. Un peu plus tard, le père de Leila et Fatima vient pour tenter de les faire revenir sur leur décision. Rien n'y fera. Adversaire résolu du foulard, le principal a appliqué à la lettre les directives de son ministre. Elles sont reçues au collège. Si je comprends bien, vous êtes pris entre deux feux. Les directives du ministre et l'attitude de vos professeurs. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Non, je ne suis nulle part pris. Je me sens très libre. Je suis complètement avec mes professeurs. Je suis là pour ça et je les représente d'une part. Les directives du ministre. Mais je représente également le ministre. Demain à 13 h, à la sortie des classes, les secrétaires généraux de la FEN et du SNI iront rendre visite et apporter leur appui aux enseignants du collège de Creil. Incident aussi aujourd'hui à Poissy où les enseignants ont fait grève pendant 2 heures, le temps de convaincre une jeune fille d'ôter son foulard. Pas de compromis en Avignon, une jeune Marocaine a quitté son lycée. La polémique n'est donc pas apaisée. Le débat sur la laïcité, ou plutôt sur l'intégration des immigrés, reste largement ouvert jusqu'au sein du gouvernement, puisque Jean-Pierre Chevènement et Georges Sarr se sont prononcés aujourd'hui pour une laïcité sans concession. Dans l'attente de l'avis qu'il a demandé au Conseil d'État, Lionel Jospin devra s'expliquer demain devant les députés socialistes. Demain, mardi noir pour tous ceux qui comptent sur la SNCF pour aller travailler ou pour voyager. Car depuis ce soir 20 h, la CGT, la CFDT, Force ouvrière et la CFTC ont déclenché une grève qui doit durer jusqu'à mercredi matin ou mercredi soir selon les cas. Résultat prévisible, attention à un trafic très fortement perturbé côté banlieue mais aussi côté grande ligne. Elisabeth Esley et Philippe Potter. Ceux qui fréquentent quotidiennement les gares vont à nouveau s'entasser sur les quais. Jusqu'à mercredi matin 8 h, ils devront s'armer de patience, surtout s'ils sont banlieusards. Aux abords des grandes villes de province, on prévoit seulement un train sur 4, tout comme à Paris-Saint-Lazare. Pour les autres gares parisiennes, un train sur 3 environ. Sur les grandes lignes, moins de perturbations, mais seuls les TGV circuleront normalement. Pour les cheminots qui viennent de cesser le travail, rien n'a changé depuis les grèves de l'an passé. Ils réclament entre autres 1 500 francs de plus par mois, une nouvelle grille salariale qui tienne compte des qualifications et ils dénoncent les suppressions d'emplois, 50 000 en 5 ans selon la CGT. Un mécontentement qui risque de gagner aussi les usagers. Quand on arrête les trains, on pénalise toujours un peu les usagers, mais
Je crois que les usagers sont aussi des travailleurs comme nous et qu'ils subissent la même politique. Ils savent très bien ce que c'est que de perdre du pouvoir d'achat, que de perdre des emplois, que d'avoir des conditions de travail aggravées. Qu'en penseront les Parisiens, doublement à l'épreuve demain, puisque le trafic des métros, RER et bus sera légèrement perturbé pendant 2 heures en fin de matinée et 2 heures en fin d'après-midi. Oui, attention aussi, demain dans Paris, à diverses manifestations qui ne vont pas faciliter la circulation. Manifestations de fonctionnaires et agents du secteur public à l'appel de la CGT et de Force ouvrière. Espérons que dans ces embarras, les contractuels feront preuve demain d'un peu moins de sévérité qu'aujourd'hui. À Paris, elles étaient intraitables, suivant à la lettre des consignes draconiennes pour sanctionner les infractions et, paraît-il, pour améliorer la circulation. Bruno Gex et Roger Mathurin ont tenté toute la journée d'éviter les PV. Et alors, ça fait que l'amende elle est à 80 000 balles, quoi. C'est combien l'amende? Bah ouais, 300 balles et 400, ça fait bien 800 balles. Hein. 230 balles. Vous avez les moyens de payer? Non, on n'a pas les moyens. Du tout. Qu'est-ce que vous Bah faites non, comme parce que métier? c'est moi qui paye pour lui là. C'est lui qui n'a pas les moyens. Moi j'ai les moyens. Même les livreurs doivent payer. Ceux-ci n'ont pas les moyens, mais le régime est le même pour tous. 471 francs pour récupérer son véhicule à la fourrière, auquel il faut ajouter le montant du procès verbal. Ici, à la préfourrière Europe, une centaine de contrevenants défilent quotidiennement. Aujourd'hui, plus qu'aucun autre jour, les affaires ont été bonnes pour les sociétés privées qui travaillent pour la préfecture de Paris. S'il y a vraiment du travail, on enlève 15 par jour. Et vous êtes payé à la pièce? Oui, on est payé par voiture. Vous êtes payé combien par voiture? 30 francs par voiture. Car depuis ce matin, la guerre aux chauffeurs mal garés est déclarée. Un couloir d'autobus, par exemple, peut vous en coûter jusqu'à 900 francs, avec enlèvement du véhicule garanti. Intransigeance, les agents de surveillance de Paris ont reçu des consignes strictes de la part du préfet Pierre Verbruge. Les interdictions totales de circulation ou de stationnement, comme ça existe dans certaines capitales, ça ne paraît pas souhaitable pour le moment. Mais il est certain que si les automobilistes ne se disciplinent pas eux-mêmes, parce que c'est pour eux que cette opération est faite, s'ils ne se disciplinent pas eux-mêmes, il faudra recourir à des interdictions totales qui seront encore pires que la répression actuelle. La réduction à terme du trafic dans Paris, un objectif difficile à atteindre. Un vaste projet anti-bouchon est prévu par le gouvernement, avec notamment la création de milliers de places de parking, mais il ne verra le jour qu'à l'horizon de l'an 2000. En attendant, Michel Noir promet d'être tout aussi sévère à Lyon. Et puis une précision intéressante quand même, près de 2 contraventions sur 3 ne sont jamais payées. Ce sont les estimations de la comptabilité publique. Ce ne sont plus vraiment les divisions du Liban, mais bien les dissensions entre chrétiens libanais qui compliquent maintenant la normalisation d'une situation ensanglantée depuis des années. D'un côté, un nouveau président élu hier, René Moawad, rejoint dans son fief du Liban Nord par le chef religieux des chrétiens, le patriarche maronite. Et puis, de l'autre côté, le général Aoun, de plus en plus isolé, qui mobilise ses militants, dont les excès, il faut bien le dire, n'arrangent rien. Gilles Rabin et Jean-François Hoffmann sont sur place. Le doyen d'âge du Parlement libanais, il tente de regonfler le moral de ses troupes. 29 députés élus en 72, réfugiés pour la plupart en Europe, et qui, dans cet avion électoral, ont peur, coincés qu'ils sont entre Assad le Syrien et Aoun le général chrétien. Quand ils débarquent sur la base militaire de Gleyat, une enclave libanaise au nord du Liban, en plein secteur syrien, l'un d'eux est immédiatement entouré, acclamé, bousculé, René Moawad, le futur président, ce qui ne plaît pas du tout aux autorités. La presse pourrait en conclure que l'élection était jouée d'avance. La presse est là pour témoigner qu'aucun soldat syrien n'a mis les pieds sur la base, autrement dit que les formes constitutionnelles de l'élection sont bien respectées. Respectées, certes, mais à l'image de l'impuissance de ce Parlement. L'élection se déroule dans le réfectoire des hommes de troupe de la base, les députés sont assis sur des chaises d'écoliers. En 1h30, l'élection est faite. Des 3 candidats, René Moawad est celui qui entretient les meilleurs ou les moins mauvais rapports avec les Syriens. Lundi matin, le Parlement tout entier est en émoi. Il commente l'affront fait hier soir au patriarche maronite juste après l'élection. Son siège épiscopal de Kerké a été saccagé. Certains prétendent qu'on a obligé le patriarche à s'agenouiller devant la photo du général Aoun, ce que démentira le prélat.
Pour laver l'humiliation, les députés décident de se rendre tous ensemble chez Monseigneur Sfer, qui s'est réfugié dans la montagne à Diman. Je sais que ce pays doit avoir un président de la République, un seul gouvernement, un seul parlement. Dans son refuge, le patriarche reçoit le nouveau président du Liban, un président qui n'a encore ni gouvernement, ni administration, ni même de palais présidentiel et qui siège dans son village d'Éden. Un patriarche maronite, Monseigneur Sfer, obligé de se replier dans son monastère de Diman, un président élu qui n'a toujours pas de siège présidentiel, et le pays chrétien du général Aoun, un tiers du Liban, qui s'enferme dans son isolement. Pour la plupart des députés, cette élection présidentielle sera le dernier acte d'une longue, très longue vie politique. Presque tous ont décidé de ne pas rentrer chez eux, en zone chrétienne. Réfugiés depuis de longues années en Europe, ils ont refusé de prendre la dernière sortie pour Beyrouth. Moscou, en tout cas après Washington et Paris, applaudit aujourd'hui à l'élection de René Moawad, assuré donc, en tout cas, du soutien de la communauté internationale. Comment enrayer l'exode interallemand? La question est maintenant ouvertement posée en Allemagne fédérale après un nouvel afflux de 20 000 réfugiés en 2 jours. Le gouvernement de Bonn a officiellement recommandé aujourd'hui aux dirigeants de RDA d'organiser des élections libres tout en saluant le projet de loi publié aujourd'hui à Berlin-Est et annonçant une libéralisation des voyages à l'étranger. L'Allemagne fédérale continuera bien sûr d'accueillir tous les Allemands qu'ils souhaitent, mais en matière d'emploi, de logement, en un mot d'intégration, les choses se compliquent. Exemple avec Philippe Rochaud, cette petite ville de la vallée du Rhin. J'ai eu de gros problèmes avec la sécurité d'État. J'ai même pas pu enterrer ma mère. Même si je dois vivre seulement avec un lit, ça m'est égal. Mais retourner là-bas, jamais. Une certitude, les quelques 23 000 nouveaux réfugiés est-allemands arrivés ces 2 derniers jours sont là pour rester. Dans cette école de pompiers d'Arweiler, dans la vallée du Rhin, ils sont 1400 et cet exode bouleverse la situation économique et sociale dans la région. Ça fait des mois et des années que le gouvernement d'Allemagne fédérale nous dit de rester là-bas, mais les dirigeants ne sont pas capables de régir ce pays. Ça va de pire en pire, même ceux qui ont de l'argent fichent le camp. Au début, ils trouvaient facilement du travail, mais le nombre des chômeurs est-allemands en Allemagne fédérale a augmenté de 50% en 3 semaines. On ne cherche plus de maçons ou d'infirmières, l'avenir est moins radieux pour les nouveaux arrivants. Le premier afflux de 700 personnes a trouvé rapidement du travail dans la région. Mais maintenant, on arrive à saturation et on ne pourra pas trouver des emplois à tout le monde. Il faudra chercher ailleurs. Arweiler, avec ses 20 000 habitants qui vivent surtout de la vigne, a reçu comme un coup de poing l'arrivée des réfugiés est-allemands. Mais les conséquences de cet exode sont encore difficiles à évaluer. C'est vrai, il y a un problème, il n'y a pas assez d'appartements, il faudra le reconstruire, mais nous disons qu'il y a encore de la place libre dans ce pays. Les plans du gouvernement qui prévoyaient 30 000 logements de plus en 1 an sont pourtant déjà largement dépassés. Et en ce moment même, en Allemagne de l'Est, à Leipzig, 300 000 personnes manifestent à nouveau en réclamant la démission des dirigeants et des élections libres. Toujours le remue-ménage à l'Est, comme son homologue hongrois. Le parti communiste polonais devrait bientôt disparaître au profit d'un nouveau parti de gauche. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui ses dirigeants et la République de Pologne pourrait bien ne plus être populaire. Il ne s'agit que d'un rapport préliminaire, mais il agite déjà les milieux judiciaires. La réforme de la procédure pénale, sur laquelle travaille une commission consultative à la demande du ministère de la Justice, cette réforme pourrait prendre une tournure décisive. Les explications de Dominique Thiers. C'est sans doute l'affaire Grégory et les diverses péripéties du juge Lambert qui ont précipité la réflexion du monde judiciaire sur son fonctionnement. Réflexion sur les pouvoirs d'un magistrat instructeur tout-puissant. Réflexion contenue en une centaine de pages où l'on suggère en fait une refonte totale de la procédure pénale. La commission présidée par Mireille Delmas-Marty envisage la séparation entre les fonctions d'enquête, qui pourraient être confiées à la police ou à un membre du parquet, et les fonctions juridictionnelles, la mise en détention, le contrôle judiciaire, bref, tous les actes relatifs aux libertés de l'inculpé.
Nous sommes contre ce projet de séparation car nous estimons que le problème de la détention doit s'apprécier par rapport à l'enquête. Et nous avons toujours lié la conduite des investigations et l'éventuelle détention. Par ailleurs, le problème qui se posera sera celui de l'autorité qui mènera l'enquête, et notamment celui d'une police judiciaire rattachée au ministère de la Justice, ce qui pour l'instant n'est pas du tout évoqué dans le rapport. Autre innovation proposée qui suscitera là encore très certainement un vif débat, la présence d'un avocat dès le stade de la garde à vue, donc au sein même du commissariat. La Commission met l'accent sur le respect des droits de la défense. Dans ce qu'elle appelle l'égalité des armes, elle suggère que toutes les parties aient un égal accès au dossier, un égal pouvoir en matière d'enquête. Les lenteurs de la justice sont également pointées du doigt dans ce rapport. Il faudrait, disent les spécialistes, déterminer des délais précis pour chaque type d'affaires. Toutes ces propositions supposent bien sûr d'importants moyens financiers, mais pour l'heure, ils n'ont pas été chiffrés. À l'Assemblée nationale, les députés doivent se prononcer ce soir sur le budget de la défense. Un budget traditionnellement controversé et qui cette année affiche au chapitre des dépenses 20 milliards de moins que prévu. Ce sont donc des choix industriels autant que militaires qui vont être entérinés par le législateur. Exemple, le porte-avions nucléaire. Démonstration Laurent Boussier, Françoise Davis. Budget oblige, la présentation aux essais officiels du porte-avions nucléaire Charles de Gaulle prévu pour 1993 se fera en 1995. Un retard de 2 ans qui a obligé les ingénieurs de l'armement à modifier les plans de charge du chantier où il est en construction. Le choix qui a été fait, c'est celui de retarder de 2 ans la construction de la partie arrière du bâtiment, tout en poursuivant normalement celle de la partie avant. C'est donc un demi-porte-avions qui est en train de prendre forme dans ce bassin où ont été construits il y a 35 ans le Foch et le Clémenceau. Conséquence sociale, 650 personnes seulement travaillent aujourd'hui sur le site au lieu des 900 initialement prévus. Pour nous, ça veut dire que blocage des effectifs, pas d'embauche, une dynamique qui s'arrête. Et puis, inévitablement, pour toute la région, quand l'Arsenal a des difficultés, c'est toute la région qui trinque. Pour les ouvriers des arsenaux, ouvriers de l'État, les risques de chômage sont minimes. Ce sont les sous-traitants du secteur privé qui sont frappés de plein fouet par ce ralentissement d'activité. De 40 à 50% aujourd'hui, cette sous-traitance devrait descendre à 30% l'année prochaine. Pour nous, sous-traitants, les remises en cause des investissements sont graves. Ça nous amènera automatiquement du chômage partiel, chômage technique, des licenciements, voire la fermeture d'une ou plusieurs entreprises sur le site. À la délégation générale pour l'armement, où Brest n'est qu'un des multiples sites où il faut retarder les programmes, on insiste surtout sur le long terme et la préservation de l'outil industriel de défense. Pour que la progression de crédits qui sont consacrés à ces équipements militaires soit compatible avec nos capacités économiques, il a fallu procéder à un certain nombre d'aménagements, réduction de cadence de fabrication ou réaménagement des plannings de développement. Ceci peut et a bien entendu un certain nombre de conséquences sur le plan industriel. Nous avons tout fait pour que ces conséquences soient raisonnables et minimisées. Et je crois vraiment qu'on peut dire que cette loi de programmation préserve pour le long terme l'essentiel du tissu industriel français dans le domaine de l'armement. Un outil industriel qui doit s'adapter à de nouvelles donnes économiques. On parle de diversification, mais en matière d'armement, les délais sont longs et aujourd'hui pourraient bien commencer des années difficiles. Irresponsable, telle est la conclusion des premiers examens psychiatriques du tueur fou de Luxiol, Louis Carzou. Tuerie de Luxiol, les experts psychiatres concluent à l'irresponsabilité du forcené. Les 2 médecins ont recommandé le placement d'office en asile spécialisé pour Christian Dornier, atteint selon leur étude de schizophrénie grave. La tuerie de Luxiol avait fait 14 morts et 8 blessés. Près de 2000 biologistes manifestent devant le ministère de la Santé contre la réduction du prix de leurs prestations. La commission de la nomenclature étudie un projet d'arrêté qui baisserait le prix des analyses de grossesse et des dépistages cardiovasculaires. Selon les biologistes, cet arrêté entraînerait la fermeture d'1 millier de laboratoires. Confusion politique en Grèce au lendemain des élections législatives. Les 2 principaux partis en lice, la Nouvelle Démocratie et le PASOK, ont chacun amélioré leur score, mais aucun n'a la majorité absolue. Pour la seconde fois en moins de 5 mois, la Grèce se retrouve dans l'impasse politique. Séance très morose à la Bourse de Paris où la journée s'est achevée par une baisse de 1,41% de l'indice CAC 40. Légère hausse en revanche pour la devise américaine à 6 francs 27,80.
Un démocrate contre un républicain, c'est classique aux États-Unis. Un petit-fils d'esclaves noirs contre un descendant d'immigrés italiens. C'est moins commun, mais c'est New York, où, en fait, l'électorat juif arbitrera demain l'élection du prochain maire. Bruno Albin nous présente les deux candidats et leur camp. De l'adresse, il en faut pour devenir maire de New York. Même si l'on est David Dinkins, démocrate et donné gagnant depuis des semaines, faire la course en tête n'est pas toujours évident. Surtout lorsqu'on tombe sur le féroce appétit de Rudy Giuliani, 45 ans, républicain et un passé qui compte à New York, celui d'un procureur ayant traqué dans cette ville le crime d'une façon impitoyable. Rudy Giuliani est ces jours-ci la terreur des démocrates accrochés à leur bastion new-yorkais. Il est parti de très loin, mais il a de quoi plaire et des appuis précieux. George Bush, le président, est personnellement venu soutenir son candidat lors d'un dîner de gala où l'on payait fort cher sa place, en l'assurant de la sollicitude de la Maison-Blanche pour New York s'il est élu. Et la première dame des États-Unis, extrêmement populaire, est venue tout aussi personnellement redonner un petit coup de pouce au talentueux challenger à quelques jours du scrutin. Rien de tout cela n'entame apparemment le moral de David Dinkins. Les vedettes démocrates, clan Kennedy en tête, sont venus épauler cet ancien marine, politicien discret, premier noir à briguer la mairie de New York, la charge la plus dure aux États-Unis après la Maison-Blanche, prétend son adversaire. David Dinkins, lui, joue la force tranquille et le rassemblement entre les blancs et les minorités noires ou hispaniques, avec la communauté juive et le soutien du maire sortant, Ed Koch, juif lui aussi. Dans cette ville où l'électorat démocrate se mobilise plus facilement que les républicains, M. Dinkins devrait l'emporter demain et venir s'installer ici au mois de janvier prochain. Mais ceci reste au conditionnel, car dans les dernières semaines, les attaques de son adversaire, mettant notamment en cause son intégrité dans le domaine fiscal, ont fait fondre son avance dans les sondages. Du coup, on a peu parlé des vrais problèmes de la ville de New York, de la pauvreté, de la criminalité, de la drogue, du déficit de cette ville énorme, et il se trouve plus d'un New-Yorkais pour trouver cela dommage. Estimation plus de 100 millions de francs. Le cambrioleur qui connaissait apparemment les lieux avait aussi du goût. Les 12 toiles volées hier à Cannes chez la petite fille de Picasso et qui faisaient partie de son héritage, ces 12 toiles représentent un fabuleux butin. Patrice Vollet. Les chiens de garde n'ont rien senti venir, enfin, les vrais chiens de garde. Ils étaient 5, plus 2 gardiens, et pourtant le cambrioleur sans effraction a mis la main sur un fabuleux butin, l'héritage de Marina Picasso. Pas un bruit, 7 heures du matin, sans doute un homme seul, dans un quartier où personne n'a rien vu. Il y avait des chiens qui étaient à côté et que souvent je les entendais, donc je savais qu'il y avait des chiens, je pensais bien qu'il devait y avoir une alarme, tout à fait logique, quoi. Donc vous comprenez pas qu'on ait pu voler? Je comprenais pas, vous savez, tout peut arriver. Pas de commentaires, mais beaucoup de visites ce matin au pavillon de Flore sur les Hauts de Cannes. Une enquête sans indice et une seule certitude, ces toiles très connues ne seront pas négociables sur le marché officiel. Il peut s'agir de personnes qui veuillent faire du chantage à l'assurance, il peut s'agir de personnes qui vont stocker les œuvres, n'est-ce pas, pour les revendre le moment venu, les prescriptions passées, n'est-ce pas, à des personnes peu scrupuleuses. Les enquêteurs devront s'intéresser également aux conditions du cambriolage, tellement facile que l'on pense très vite à une complicité intérieure, dans un quartier où tout n'est que surveillance et discrétion. La coordination du cerveau, du cœur et des doigts. C'est ainsi qu'il définissait l'art dont il était le maître, le piano. Vladimir Horowitz est mort à New York, il avait 85 ans, mais un musicien ne disparaît jamais, n'est-ce pas Georges Bégou? Et oui, ses doigts de 81 ans jouaient encore merveilleusement bien lors de son dernier récital à Paris, attendu depuis plus de 30 ans par un public conquis. Nous avons vécu en compagnie d'Horowitz, en fait comme nous avons vécu en compagnie d'un mythe, et là on a l'impression de rêver, de voir ce mythe devenir réalité.
Quelques mois plus tard, en 86, ce sont les soviétiques qui n'en croyaient pas leurs yeux. Après 65 ans d'absence, les mélomanes accueillaient Horowitz dans sa terre natale. Je voulais revoir mon pays avant de mourir. Je ne peux plus attendre. Je ne jouerai peut-être plus l'année prochaine, je ne sais pas. Je voulais voir ma famille aussi. Une famille qu'il avait quittée en 1925. Déjà, il était considéré comme le plus extraordinaire virtuose de sa génération, l'héritier de Rachmaninov. Mais sa carrière s'est véritablement épanouie en Amérique. Une carrière qui lui a non seulement valu la célébrité, mais les éloges de la critique. On saluait en son génie la finesse de ses pianissimi et l'infinie variété de ses timbres, de ses coloris. Je vous donne tout de suite le score, 0-0. Il s'agit bien sûr de football. Les uns jouaient en rouge, les autres en vert. Le temps d'une partie et sur un semblant de pelouse, la rencontre a fait date, mais pas vraiment dans l'histoire du sport. Vincent Gerhardt. Ce match s'annonçait explosif, à tel point que 4 observateurs, tous de noir vêtus, étaient venus superviser les deux camps par prudence. À la tête de leur troupe, Abdelkarim et Abdelkader, frères ennemis depuis toujours, acceptaient l'entremise d'un médiateur pour régler le conflit. Bien qu'impatients d'entamer les hostilités, les deux adversaires ne s'étant guère fait de cadeaux ces 10 dernières années. Ça y est, la guerre est déclarée, première offensive tournante des Rouges sur l'aile. La défense verte détourne de justesse ce boulet de canon. Une attaque qui manquait de mettre le feu aux poudres et contrairement aux apparences, le cessez-le-feu allait une nouvelle fois être violé par les Verts cette fois. Mais leur missile manquait la cible. Au terme de 90 minutes d'un conflit viril mais correct, sans prolongation, un nouveau cessez-le-feu mettait un terme à l'affrontement. C'était bien le moins que pouvaient faire l'Iran et l'Irak pour ces jeux de la paix au Koweït. Mais la paix, elle, la vraie, n'est toujours pas signée entre les Verts et les Rouges. Les pronostics de Pierre Bresse pour le tiercé et le quintet plus demain à Vincennes. Vous pouvez les lire sur votre écran. Le 11, le 16, le 1, le 13, le 5, le 6, le 15 et le 8. Voilà, j'ai quelques secondes encore, je l'espère, pour vous présenter 2 publications qui arrivent aujourd'hui dans les kiosques. D'abord le plus beau et le plus luxueux des magazines, un numéro par an, l'Égoïste, avec de sublimes photos signées Evdon, des photos d'Isabelle Adjani. Et puis pour qui s'intéresse à l'architecture, un nouveau mensuel, une publication qui fait peau neuve, urbanisme et architecture. Voilà, dans un instant, Sophie Davant, elle, vous parlera du temps de novembre. Ensuite, vous avez rendez-vous avec l'heure de vérité, ou plutôt avec Michel Delbar, le ministre des Transports, qui parlera sans doute aussi du foulard islamique. Dernière édition vers 23h avec Henri Sagnier, bien sûr. Demain matin aux 4 vérités, François Ponchelet recevra à 7h45 le secrétaire d'État à l'action humanitaire. Très bonne soirée sur Antenne 2, à demain 20h.